toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est la 18e émission de l'année et nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Accola. Bonjour à vous. Bonjour. Delphine Accola, vous êtes maître de conférence en histoire romaine et en histoire de l'art de l'Antiquité à l'Université de Bretagne occidentale et vous dirigez le pôle Pierre-Jacques-Elias de l'antenne quimpéroise de l'Université de Bretagne occidentale, alias l'UBO, dont le siège est à Brest. Avec vous, pendant cet entretien d'1 heure, nous allons plonger avec bonheur dans l'histoire et la géographie de l'Empire romain dont vous êtes spécialiste. Alors d'abord peut-être une première série de questions, c'est un petit peu l'usage dans cette émission, sur votre parcours, sur votre itinéraire, Delphine Accola. Alors vous êtes au départ intéressée finalement par les lettres classiques davantage que par l'histoire. C'est un itinéraire un peu particulier. Vous avez commencé par les lettres classiques, Delphine Accola. Oui, j'ai commencé le latin et le grec en 4e. Comme on le faisait à l'époque au collège. Et puis j'ai continué jusqu'en prépa et jusqu'à l'école normale supérieure. Vous avez fait des études à l'école normale supérieure de lettres classiques. Vous avez passé une maîtrise, une agrégation de lettres classiques. Et là, déjà, est-ce qu'il y avait un intérêt pour l'histoire ou est-ce que les deux commençaient à se mêler ? Comment se fait le mélange ? Je pense qu'il y a une maturation assez lente en passant de la linguistique et de la traduction à l'intérêt pour la civilisation et pour l'iconographie, l'histoire en général, qui s'est donc produit petit à petit au fur et à mesure de ma scolarité et en particulier après le bac. Donc j'aurais pu passer en histoire en entrant à Normal Sup, mais je ne l'ai pas fait à bac plus 2. Et j'ai décidé de faire un double cursus à partir de ma maîtrise de lettres classiques en faisant une licence d'histoire en même temps. D'accord. Alors sur quoi portait votre maîtrise de lettres classiques ? Je travaillais sur les divinités des eaux. D'accord, c'est-à-dire, alors expliquez un peu peut-être pour nos auditeurs. J'étudiais en fait la façon dont étaient présentées les divinités des eaux dans la littérature, en particulier la poésie à Rome, et je l'étudiais en parallèle avec des sources iconographiques, donc des mosaïques, des peintures. Pour quelle période ? Principalement l'Empire romain, la période impériale, à partir du 1er siècle de notre ère. Ensuite, vous avez basculé finalement vers l'histoire progressivement et vous avez jusqu'à la soutenance de la thèse en fait en 2001. Alors on reparlera un petit peu de tous vos travaux de thèse dans la deuxième partie de l'émission, mais peut-être d'abord un peu votre itinéraire. Avant d'être élu maître de conférence à Brest ou à Quimper plutôt, on le verra, vous êtes passé par une espèce de peregrinatio academica assez classique dans ce milieu, c'est-à-dire vous avez enseigné à la Sorbonne, à Versailles, à Amiens, à Caen, voilà, c'est un peu le lot des chercheurs, des enseignants-chercheurs, Delphine Accola. Oui, c'est le parcours classique en fait. Quand on est normalien, on a l'avantage de pouvoir avoir une allocation de recherche, ce pourquoi j'ai candidaté et j'ai obtenu pour ma thèse donc d'avoir quelques heures à faire par semaine à l'université Paris 4 en même temps que la préparation de ma thèse. Donc du coup, j'étais ce qu'on appelle allocataire couplé ou allocataire monitrice normalienne à l'université Paris 4 en même temps que ma préparation de thèse. Et puis ensuite, en fait, j'ai décroché, avec la chance de l'époque, les postes d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc successivement à Amiens et à Caen. Et donc vous êtes élu maître de conférence à l'UBO, à l'Université de Bretagne occidentale, en 2005. Alors là, c'est un peu spécifique, on va peut-être un peu s'attarder sur ça, présenter un petit peu cette université. Finalement, le siège de l'université est à Brest, mais vous enseignez quasiment exclusivement à l'antenne quimpéroise de l'Université de Bretagne occidentale. Oui, en fait, Quimper, c'est une délocalisation assez importante de l'université de Brest, avec un certain nombre d'enseignements qui sont communs aux deux sites, plus quelques enseignements propres à Quimper.
Et quand j'ai été élue, c'est vrai que 97% de mon service à peu près se trouvait à Quimper. Maintenant, aujourd'hui, j'ai beaucoup de cours aussi en M1, M2 qui sont à Brest, en plus de mon service quimpérois. Et puis j'ai aussi des cours de préparation à l'agrégation et au CAPES. D'accord. Donc, vous êtes directrice, ça c'est depuis 2009, je crois, oui, du pôle Pierre-Jaquès-Elias. Alors, en quoi consiste votre tâche? Quel est le rôle finalement d'une directrice d'un pôle, d'une antenne d'université comme l'est le pôle Pierre-Jaquès-Elias? Alors, quand on est élu maître de conférence, on est enseignant-chercheur au premier abord, ce que semblent oublier les gens quand on devient aussi directeur administratif, puisqu'en fait, on n'est pas formé pour ça et qu'on a encore notre charge de cours. En tout cas, pour mon cas, j'ai totalement ma charge de cours. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une charge administrative qu'on accepte ou pas de prendre en plus. Là, je dois gérer les 900 à 1000 étudiants qu'il y a sur le site délocalisé, avec le rapport entre les enseignants et les étudiants et l'administration. Je suis une sorte de délégation de la présidence de l'université. Je ne suis pas une autorité pédagogique puisque je dépends en fait des doyens des facultés, c'est-à-dire le doyen principalement des lettres et sciences humaines et de droit, économie, gestion pour le pôle en question. Voilà, donc je gère tout ce qui est l'administration et puis évidemment aussi j'essaye, en tout cas pour ma part, ça a été ma façon de voir les choses, de développer la culture, l'ouverture d'esprit, tout ce qui peut être lié à ce qu'est l'université, à mon sens, pour un étudiant. Pour ce genre de fonction, on apprend vraiment sur le tas, en fait, c'est ça? Parce que vous n'avez pas vraiment de formation, non, en fait. Donc on apprend aussi comment fonctionnent les instances administratives, les hauts conseils de l'université. C'est vrai que du coup, ça me donne, au niveau intellectuel, un intérêt supplémentaire, c'est que j'assiste aussi aux réunions des comités de direction de toute l'université. Voilà, j'ai accès à toutes les informations. C'est vrai que c'est très intéressant intellectuellement. D'accord, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Vous êtes directrice de ce pôle, c'est des mandats de... C'était des mandats de 5 ans. Ah oui, d'accord, donc là vous avez été réélue J'ai été, oui. En 2014, oui. Donc une tâche très lourde. Alors, regardons un peu ce pôle, vous avez dit 900 000 étudiants. À l'heure où les universités ont plutôt tendance à se regrouper, à fusionner, c'est compliqué de justifier l'existence d'un pôle quimpérois spécifique, ou au contraire vous trouvez que ça a une logique, que c'est une logique de proximité qui est importante pour les étudiants du Finistère Sud? C'est une question extrêmement intéressante parce que c'est au cœur en fait du questionnement même de notre université en général. C'est-à-dire qu'en fait on doit justifier de l'existence d'une délocalisation telle qu'elle est, à l'ère des regroupements, comme vous le dites, notamment pour nous, en tout cas pour l'UBO, du regroupement Université de Bretagne et Pays de Loire, qui est en cours. Et c'est vrai que le pôle ne saurait continuer à exister s'il n'innove pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment le souci, en tout cas pour les enseignants qui sont responsables pédagogiques sur place, de sans arrêt lancer des projets, innover, lancer des nouveaux diplômes, et puis être dans l'excellence, notamment dans les formations professionnalisantes qui sont les nôtres. Et sans cela, en fait, je pense que on serait amené à fermer, ça c'est sûr. Mais au départ, c'est vrai que la délocalisation, elle a comme sens d'être l'accès pour les étudiants, notamment en sortant du bac, aux études supérieures. Ça facilite évidemment cet accès parce qu'il faut savoir qu'en Bretagne, voilà, on est à plus d'1 heure de Brest, on est à 2h30 de Rennes, donc ce n'est pas une évidence, c'est pas aussi simple que quand on est en banlieue parisienne d'accéder aux études supérieures. Alors quand on regarde un peu la géographie universitaire en Bretagne, on a à la fois bien sûr l'université de Rennes qui a une antenne, il me semble, à Saint-Brieuc, il y a l'université de Bretagne Sud avec ses deux pôles Lorient et Vannes, oui. Il y a l'UBO avec Quimper et Brest. Alors est-ce que ça fait pas trop finalement tout ça? Est-ce que là, vraiment, il y a une concentration, ou est-ce que, justement, vous arrivez à faire des synergies entre les différents pôles universitaires qui existent au sein de la région Bretagne, Delphine Acola? Alors, c'est pas évident pour moi de répondre parce que c'est de la politique présidentielle d'université. Je peux pas répondre à la place de Pascal Olivard, le président actuel de l'UBO. C'est pas évident à gérer, ça c'est certain. Et il y a souvent des tensions. Il peut y avoir des concurrences en fait entre les... Voilà. Absolument. Donc il faut que le pôle quimpérois, finalement, pour exister, il faut qu'il ait sa spécificité, sa couleur. Une identité propre. Absolument. Et ce qu'il a, c'est autour de l'histoire de l'art, du patrimoine, c'est ça? Ça a beaucoup évolué en 15 ans. C'est-à-dire que
Moi, j'étais pas là, mais quand certains diplômes ont été créés au pôle, c'était surtout des diplômes qui étaient des doublets de ceux qui existaient à Brest, et éventuellement qui faisaient encore doublets avec Lorient ou Rennes. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux sur cette délocalisation, ce sont des diplômes propres, qui ont leur propre identité, qui sont originaux et qui peuvent aussi capter un public qui n'est pas seulement local, c'est-à-dire départemental ou même régional, mais national. Et là, ça devient vraiment intéressant. Regardons un petit peu justement les itinéraires de vos étudiants, ceux qui passent par le pôle quimpérois. Alors que font-ils par la suite ? Est-ce qu'on a un peu une idée de ce qu'ils deviennent ? Quels sont leurs itinéraires finalement après ? Est-ce que c'est facile à savoir d'ailleurs ? Est-ce qu'on le sait ? Alors il y a un institut qui s'appelle Cap Avenir dans l'université, qui a cette fonction-là, qui fait des statistiques et qui essaie de trouver le devenir des étudiants, enfin en tout cas de les suivre s'ils sont inscrits après la licence et après le master. Je peux pas vous donner de chiffres exacts ou de localisation particulière. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple nos étudiants qui vont jusqu'au master 2, puisqu'on a un master 2 sur place, ils partent souvent dans toute la France. Ils arrivent à travailler dans les métiers de la culture et du patrimoine dans toute la France. Mais bon, c'est vrai aussi qu'il y en a certains qui cherchent d'abord en Bretagne. Et puis comme c'est quelque chose qui est lié à la culture locale, la formation arrive quand même bien à insérer sur place. Dans les types de formations que vous proposez, j'imagine qu'il y a des mémoires à réaliser au moment de la formation en master patrimoine. Alors qu'est-ce qu'ils ont à faire en fait les étudiants pour qu'on ait un petit peu une idée ? Alors les masters patrimoine, ils n'ont pas de mémoire à rendre parce que ce sont des masters pro. D'accord. Donc ils font énormément de stages. Donc oui. Ils font un mémoire de stage, mais c'est pas un mémoire de recherche. Oui. Voilà. Par contre, nos historiens, eux, font des mémoires de recherche qui souvent, alors pas trop pour ma discipline en histoire antique, mais pour la médiévale ou la moderne, sont plus centralisés sur des archives bretonnes. Donc j'imagine que ce soit pour les masters pro, pour les masters recherche, vous avez un dialogue aussi avec d'autres institutions dans Absolument. le département. Oui, on travaille beaucoup avec des institutions muséales, culturelles, académiques. On peut en citer quelques-unes peut-être Oui, on travaille avec plaisir avec le musée départemental breton, dont le conservateur, M. Philippe Lestume, est attaché aussi comme enseignant à notre université par exemple. On travaille avec le musée des Beaux-Arts, on travaille avec les services départementaux d'archéologie du Finistère. Voilà, l'université, le pôle quimpérois a vraiment aussi une existence au sein de la ville, de l'agglomération quimpéroise. C'est ça qu'il faut. Oui. Et on travaille en étroite collaboration aussi avec Quimper Communauté, c'est-à-dire la ville de Quimper et l'agglomération. Voilà. Très bien. Bon, alors écoutez, avant de marquer peut-être une pause, on va quitter les choses administratives qui vous occupent souvent pour aller dans vos travaux de recherche. Alors on va, en guise de teasing en quelque sorte, rappeler que vous avez soutenu une thèse, c'était en 2001, qui s'intitulait « Les Romains et la montagne, images, connaissances et rôle du relief dans le monde impérial romain ». Alors pourquoi ce choix finalement ? Peut-être remontons un petit peu dans les profondeurs du temps, n'exagérons rien tout de même, mais pourquoi ce choix de travailler sur la montagne, Delphina Colas, dans le monde romain ? Difficile. Oui. C'est une question personnelle en fait, donc c'est un sujet. Ce sont des espaces géographiques qui m'intéressent de toute façon par goût personnel. Je ne suis pas du tout savoyarde d'origine, mais beaucoup de gens l'ont cru au départ quand j'ai choisi ce sujet. Je voulais travailler sur quelque chose qui a une relation avec le paysage, avec la nature. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé indirectement avec les divinités des eaux, mais dans le monde de la mer ou des rivières. Voilà, je trouvais que c'était des espaces qui étaient peu abordés en fait dans la littérature latine principalement, pour ce que je connaissais à ce moment-là, même si ma thèse portait sur des sources à la fois latines et grecques. Donc c'est vrai que j'ai été amenée petit à petit à réfléchir sur la notion de ces espaces mal connus ou méconnus, ou peu appréhendé par les Romains, et la façon dont il fallait combattre aussi des a priori littéraires. C'était un travail à la fois sur la réalité et puis sur ses représentations. Il y avait cette double dimension-là. Oui, sur l'imaginaire, sur une perception subjective, et puis aussi sur le pragmatisme des Romains sur le terrain. Alors peut-être qu'on peut dire un mot avant de vraiment de détailler sur le fond, sur le contenu, sur la difficulté d'un travail de thèse, le temps que ça prend. Représentons-nous les choses. Une thèse, ça représente 4, 5, 6 ans peut-être, je ne sais pas, Delphina Colas. Alors pour moi, ça a été de l'ordre de à peu près 5 ans, je pense, si on compte vraiment les choses, parce qu'en DEA, j'avais déjà un chapitre de ma thèse en cours, puisque c'était la connaissance
plutôt scientifique de la montagne, l'appréhension qu'on en avait. Ensuite, en effet, j'ai commencé ma thèse au niveau bibliographique assez tôt, et donc je l'ai finie en 4 ans. D'accord, donc c'est un long travail, ça veut dire quoi? Des heures passées en bibliothèque, comment ça se passe concrètement? Enfin, quel est le quotidien d'un thésard? Quand on est antiquisant, il faut aller chercher aux sources, donc les textes latins, les textes grecs, les inscriptions. Pour moi, il y avait un corpus iconographique aussi, donc tout ce qui pouvait être mosaïque, fresque, relief, monnaie. Donc c'était très large, c'était sans doute trop large aussi. C'est une thèse comme on n'en ferait peut-être pas à l'heure actuelle, qui serait peu prudent de faire. C'était déjà peu prudent de le faire à l'époque. Mais voilà, c'était un sujet exponentiel. Plus j'avançais, plus je creusais, plus la bibliographie devenait énorme. Donc voilà, oui, on se plonge dans des textes. J'ai aussi eu tout un travail lexical à faire sur les mots de la montagne, tout le vocabulaire utilisé dans la montagne, pour la désigner, pour la présenter. Donc tout ça, c'était des pans entiers qui s'ouvraient devant moi à chaque fois que j'abordais une notion différente. Et est-ce qu'il y a des lieux particuliers où on trouve une documentation importante à Paris? Enfin, quelle bibliothèque fréquentiez-vous pour qu'on ait un peu une idée? Ou est-ce qu'il fallait simplement aller à la Bibliothèque nationale? Ou est-ce qu'il y a des endroits spécifiques? Oui, la Bibliothèque nationale, en fait, la majorité des textes de l'Antiquité sont publiés aujourd'hui. Donc voilà, j'utilisais des textes qui étaient publiés. On commençait au moment de ma thèse à pouvoir utiliser les thésaurus, les thésaurus linguae latinae, et donc la même chose pour le grec. Donc je les ai utilisés avec des recherches par informatique. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait des espèces d'énormes dictionnaires qui vous donnent des citations auteur par auteur à partir d'un mot-clé. Donc ça permettait d'accélérer la recherche plutôt que de lire tous les auteurs possibles et imaginables. Et j'avais éludé aussi la notion paléochrétienne des termes. Donc, de toute façon, je restais dans le monde païen. Et est-ce que finalement, si cette thèse était à refaire, je veux dire, est-ce que ce serait pas beaucoup plus simple avec maintenant les outils numériques, Internet? Bien sûr que si. Ça a vraiment changé votre vie de chercheur? Oui. Vous le ressentez, oui. ça? On a accès à des bases de données considérables. On a une cartographie plus facile à faire aussi. Donc oui, je pense que ça a beaucoup, beaucoup changé, en antique notamment. Bon, alors écoutez, on a un peu présenté les choses, mais avant de rentrer plus à fond dans le sujet, on va marquer une première pause musicale, et c'est vous, Delphine Akola, qui avez fait la programmation aujourd'hui. Alors on va entendre un pianiste et un compositeur sud-coréen, Yiruma. C'est un titre de 2001, c'est River Flows in You sur R2R.
C'était River Flows in You par le pianiste et compositeur sud-coréen Yiruma, un titre de 2001 sur R2R. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Delphine Accola, maître de conférences en histoire romaine et en histoire de l'art de l'Antiquité à l'Université de Bretagne occidentale. Alors avec vous, à l'instant, on est revenu sur votre itinéraire, sur votre parcours, sur les fonctions que vous occupez aujourd'hui à la tête du pôle Pierre-Jacques-Elias, en soulignant le rôle et spécificités du pôle qui est finalement très tourné vers le patrimoine et vers le tourisme. Et maintenant, nous allons revenir plus à fond sur votre travail de recherche. On a dit combien la thèse, finalement, c'était un travail long, complexe. Alors maintenant, revenons peut-être un peu, après avoir compris pourquoi vous avez fait ce choix, sur peut-être les sources que vous avez mobilisées. Vous avez dit il y a à la fois des textes et aussi de l'iconographie. Hein. C'est ça qui est important aussi. Vous marchiez sur deux pieds finalement, Delphine Accola. Oui, alors pour les textes, en fait, c'était très... il y avait plusieurs sortes de textes. Il y avait des textes d'historiens romains ou grecs, parce qu'ils sont bilingues dans l'Empire romain, ils parlent latin et grec, donc c'est tout à fait intéressant de voir la perception qu'ils en ont selon leurs aspects linguistiques et les périodes auxquelles ils écrivent. Aussi, pour les historiens, si ce sont des sources secondaires ou des témoins des événements. Donc voilà, j'avais toute la part des historiens qui racontent des choses, des événements qui sont passés, je ne sais pas moi, au passage d'un col, lors d'une accession au pouvoir d'un empereur, ou bien dans une stratégie militaire d'une armée contre une autre. Et puis j'avais aussi toute une part d'une littérature qui est un peu plus méconnue au niveau du grand public. Hein. C'est tous ceux qui sont géographes ou encyclopédistes. Et là, c'était vraiment une découverte, c'était passionnant. C'était Strabon, c'est Pline l'Ancien, le grand encyclopédiste. Hein. Ce sont d'autres auteurs, évidemment. Et là, Strabon, Pline l'Ancien, on est... On est au 1er siècle de notre ère, à peu près, avec 50 ans d'écart entre les deux. Donc voilà, ce sont des textes qui sont des descriptions géographiques. Alors on a aussi des auteurs comme Pomponius Mela qui écrit aussi un traité de géographie. Donc si vous voulez, ce sont des textes qui font des espèces de descriptions de la Terre telle qu'on la voit à ce moment-là, la Terre connue par les Romains. Donc ce sont les espaces qu'ils pratiquent, dans lesquels ils évoluent, administrativement parlant ou bien commercialement parlant. Voilà. Donc ça dépasse les frontières de l'Empire romain au sens strict, ils vont au-delà. Mais leurs annotations sont parfois très elliptiques, donc il faut essayer de décrypter ce qu'ils écrivent et de saisir si ce sont des réalités bien décrites ou bien des élucubrations, des surinterprétations issues de récits merveilleux, par exemple. C'est tout à fait passionnant. Donc ça, ce sont les sources littéraires. Oui. Et puis d'autre côté, on a tout ce qui peut être représentation iconographique. Donc là, on a une part d'imaginaire, évidemment. Il ne faut pas oublier la subjectivité d'un auteur, quel qu'il soit, d'un artiste, d'un artisan. Et puis aussi le côté, je dirais, idéologique. Par exemple, sur les monnaies impériales romaines, on a des montagnes qui sont mises pour une partie dans un but parfois sacralisant ou politique. Voilà. Donc il y a des sens à chercher, à comprendre. Et ce sont des corpus énormes. Hein. Je me suis servi des fresques pompéiennes, des mosaïques africaines, il y a plein de choses. C'est ça, parce que l'iconographie, on a du mal à bien mesurer les limites de ce corpus. C'est à la fois énorme et petit. Petit par rapport à ce qui existait à l'époque antique, puisqu'il y a une perte énorme de l'iconographie. Et puis énorme parce que mon sujet était large. Donc je pouvais m'arrêter sur n'importe quelle représentation de montagne, c'était assez considérable. D'accord. Et comment vous avez opéré ce tri, en fait ? Comment est-ce qu'on fait concrètement ? C'est difficile. Comment fait-on ? Eh bien, on lit des ouvrages sur la représentation du paysage, on essaye de regarder des recueils de fresques, des recueils de mosaïques, et puis voilà, on fait des répertoires et des corpus. Voilà, on se constitue sa propre liste en fait, qu'on analyse et qu'on essaye on essaye de trouver des critères pour différencier, pour comparer. Voilà. c'est vrai. J'ai travaillé sur la représentation de la forme, la représentation d'un volcan par rapport à une montagne classique, les couleurs utilisées. Si c'était des mosaïques et des fresques, c'était intéressant de voir s'il y avait des couleurs. La représentation de personnages qui sacralisent la montagne, par exemple des personnifications, c'était tout à fait passionnant ça. Et ça atteignait évidemment la dimension religieuse du sujet.
Avec à chaque fois ce souci de dire qu'est-ce qui est dans le réel, qu'est-ce qui est dans l'imaginaire. J'essayais. C'est ça qui est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Parce que voilà, on n'a pas tous les éléments pour le faire, évidemment, vu la période reculée. Alors, vous avez dans votre thèse, qui s'intitule Les Romains et la montagne, images, connaissances et rôle du relief dans le monde impérial romain, une thèse soutenue à la Sorbonne en 2001. Vous avez dans votre thèse vraiment insisté notamment sur le lexique, sur les mots pour dire les choses. Donc vous avez vraiment fait toute une étude, comment est-ce qu'on dit la montagne en quelque sorte. Oui, par exemple comment on différencie la haute et moyenne montagne de la colline ou du piémont, comment on conçoit une gorge, un précipice, parce que en fait ça induit une perception péjorative des Romains qui craignent l'embuscade par exemple en passant dans une vallée avec un surplomb ou un ennemi qui est caché dans un espace avec des anfractuosités. Voilà, donc toute cette étude lexicale me conduisait à des thématiques intéressantes et ensuite à une étude des événements historiques avec lesquels les Romains avaient dû jouer sur, je ne sais pas, une bataille ou donc la conquête d'un territoire particulièrement montagneux, par exemple. Donc il fallait en quelque sorte contextualiser les mots en fait, parce que les mots entretiennent des relations très fortes avec l'époque dont ils sont finalement les parce produits. Que la colline ou la montagne pour eux c'était pas du tout la même chose que pour nous en fait. Le mot montagne englobait toutes les sortes en fait d'éminence. C'est pour ça que j'avais mis relief dans le sous-titre de la thèse, parce que c'était plus large au sens lexical français que le mot montagne qui pour nous est plutôt connoté haute et moyenne montagne ou relief massif. Pour montagne en latin, mons, ça détermine toutes les sortes de relief, y compris un monticule. D'accord, donc rôle très important du champ lexical, du lexique. Alors là aussi, on peut utiliser des critères vraiment scientifiques, faire des bases de données, confronter. Enfin, j'ai essayé un petit peu, mais en fait les textes ne me donnent pas de solution. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé de trouver par exemple des éléments de mesure de hauteur. Est-ce que sur le terrain, on mesurait la hauteur d'une montagne ? Est-ce que dans un texte, on vous dit telle montagne est plus haute que celle-ci ou fait telle hauteur ? Je dis bien hauteur et pas altitude, parce que l'altitude, le mot existe en latin, mais ça veut dire hauteur. Donc, c'est pas la mesure au sens scientifique actuel. Et c'était pas facile à trouver. Non, les seules mesures, c'était sur quelques falaises en pied romain, mais c'était très dérisoire. Ils mesurent en longueur de marche, en longueur de jour de marche. Quelle image de la montagne se dégage de tout cela, finalement ? Est-ce que c'est une montagne qui fait peur ? Oui, absolument. C'est un espace qui est rejeté. C'est ce qu'on appelle en latin, alors là, on retrouve la lettre classique qui ressort, on l'appelle le locus horridus, par opposition au locus amoenus, qui est le lieu, comme par exemple la Campanie antique, vous savez, la région de Naples, où le paysage est doux à l'œil, agréable, où vous avez des villas maritimes, des bosquets, des ruisseaux. Et là, la montagne, c'est l'espace qui fait peur, qui est dangereux, où on a froid, où on évite de passer l'hiver. Voilà, ils préfèrent les vallées. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui sont en fait très subjectifs. Ce sont des descriptions littéraires qui nous disent ça, parce qu'en fait, au niveau archéologique, ce qui n'est pas ma spécialité, mais sur lequel j'ai dû me pencher quand même, au niveau archéologique, on voit bien que les Romains s'installent quand même sur les versants, que les villes se développent, qu'ils construisent énormément de routes. Les routes du Grand Saint-Bernard ou du Petit Saint-Bernard sont tout à fait remarquables. Ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de décalage entre finalement ce qu'on trouve dans les textes et puis la réalité. Absolument, c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Même si certains textes disent, je me rappelle d'une citation de Strabon qui disait « Les Romains ont vaincu la nature ». Il parlait d'une montagne. D'accord. Est-ce que la montagne n'est pas aussi, comment dirais-je, sacralisée par moments en lien avec la religion romaine ? Si. Il y a des génies des montagnes. Il y a des génies des montagnes. Et puis, donc, certaines montagnes sont vraiment chargées de sacralisation, dans le sens où on met des sanctuaires. Par exemple, à Zeus, Jupiter chez les Romains, qui est un dieu de puissance atmosphérique, et de ce fait, il est au sommet des montagnes, parce qu'on a remarqué, évidemment, à l'époque aussi, que les éléments se déchaînent au sommet. Vous voyez, il y a tout un rapport assez logique. Voilà, il y a des divinités des sommets, mais ça, il faut aller les chercher au cas par cas, massif par massif, c'est pas facile. Je voulais insister aussi sur ce point-là, c'est peut-être que finalement, il y a des différenciations selon
les montagnes Exactement. et selon les régions. Exactement. Donc, il fallait aussi avoir c'est ce qu'on cette appelle des approche, divinités topiques liées au lieu. Oui, d'accord. Et donc, c'est pour ça que mon sujet était certainement trop vaste aussi, parce que aujourd'hui, on donnerait, je ne sais pas moi, la montagne dans l'Orient romain, ou la montagne des Alpes, ou de l'Occident, voilà. On restreindrait, en fait, à des régions. Et quelles différences géographiques avez-vous pu constater finalement, par exemple? Si on prend différentes chaînes de montagnes, est-ce qu'il y a vraiment des différences dans la préhension du phénomène? Par exemple, au niveau de la structuration de l'espace, c'était tout à fait intéressant. Les Romains et les Grecs ont un schéma de visualisation du monde antique qui est très conservateur. Et depuis l'époque grecque hellénistique, on a par exemple le Taurus, qui est l'équivalent du Caucase, de l'Himalaya. Ça fait un ensemble un peu indistinct dans leur esprit, qui est vu comme une espèce de barrière horizontale du monde connu sous l'Antiquité gréco-romaine. C'est un élément structurant du monde, si vous voulez. C'est comme une espèce d'axe de symétrie. Les Alpes sont vues comme un axe qui sépare la partie Gaule-Espagne de la partie Italie et monde oriental. Voilà, il y a des éléments structurants et ça c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, mais c'est tout à fait. Donc on comprend qu'il y a des différenciations dans l'espace européen. Enfin, la montagne n'a pas toujours la même signification. Non, et puis il crée même des montagnes un peu mythiques. Il faut qu'il y ait une montagne qui sépare le monde connu au nord des espaces non explorables où on ne va pas parce que c'est le grand froid. Donc ces montagnes-là, c'est la source de Borée, le vent du Nord, par exemple. D'accord. Ouais, donc c'est une limite absolue, si vous voulez. On retrouve le côté subjectif et péjoratif de la montagne avec l'idée de limite structurante. C'est ça, oui. Pareil au sud. La montagne, finalement, a beaucoup de fonctions. Exactement. Est-ce qu'il y avait une connaissance un peu scientifique, vraiment précise, du relief de la montagne, des altitudes, des formes, et puis du phénomène aussi du volcanisme d'Elphina Kolla? Alors, ils avaient un problème de vocabulaire. Les volcans, ils ne les connaissent pas en tant que tels. Le volcan, ils l'appellent la montagne qui fume, la montagne qui brûle, souvent la montagne qui brûle. Les glaciers, il n'y a pas de mot pour le dire. C'est un espèce de fleuve froid ou glacé. Je pense qu'ils parlent de crevasses à certains moments, mais c'est le mot hiatus, c'est le mot trou en latin, donc ça reste assez flou. Donc ils utilisent un vocabulaire, je dirais, commun, pour l'appliquer à une réalité spécifique géographique, mais n'ont pas encore le vocabulaire qui va apparaître à la fin de la Renaissance, en fait, sur ce point. Donc ça, c'est tout à fait passionnant à étudier. Et pour le volcanisme, écoutez, ils sont à la fois précis et flous, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, comme Sénèque, vont s'étonner avec admiration de la jonction entre le feu et la glace, par exemple. Ils expliquent que l'Etna peut avoir de la neige au sommet et être en feu en même temps. Voilà, parce que l'Etna, c'est le volcan étalon par excellence dès l'Antiquité. Il est souvent en éruption, donc il a l'admiration de tous. Donc finalement, on va dans des choses un peu contradictoires. Ça peut être à la fois très précis, très flou. Les volcans, par exemple, ce sont des merveilles. Des merveilles au sens latin. Quelque chose devant laquelle on s'étonne avec admiration. Qui fait peur ou... C'est ambivalent, parce qu'ils ont bien compris, là, à ce niveau-là, ils sont assez pertinents, ils ont bien assimilé la fertilité des sols volcaniques. Les vins du Vésuve sont tout à fait réputés. Le vin du Vésuve est de grande qualité, dit Pline, avant l'éruption de 79. Donc voilà, ils savent quel est l'avantage d'un sol volcanique, et en même temps, quand ils connaissent la nature volcanique de la montagne en question, ils la craignent, évidemment. Tout ça, c'est connecté aussi au monde religieux aussi, bien toujours. Sûr, absolument. Oui, alors là, les mythes fleurissent. Tel volcan a des géants en dessous, l'autre a Héphaïstos qui frappe dans sa forge. Oui, il y a une divinité qui gronde. Mais est-ce que vous avez constaté, parce que j'imagine que vous aviez quand même une période aussi ample chronologiquement, peut-être, est-ce que vous avez constaté des évolutions quant à ce regard finalement sur la montagne? Est-ce que les choses se précisent ou est-ce que les bases structurelles sont toujours les mêmes? C'est une bonne question. Sur tout ce qui peut être sacralisation de la montagne. Oui. Le christianisme va reprendre la sacralisation de certaines montagnes, c'est tout à fait intéressant. Il y a certaines montagnes qui vont, dès la fin de la période grecque, être investies de temples, qui vont être repris ensuite dans un sens paléochrétien. C'est tout à fait intéressant. Ouais. Donc il y a des lignes de continuité là qui sont, certainement, qui sont fortes là finalement.
Si on regarde un petit peu votre travail maintenant, finalement vous travaillez pas mal autour de la notion de paysage, on pourrait dire les choses comme ça. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire entre mots et images finalement? Il faut toujours articuler les mots, les images pour dire le paysage. Oui, et puis je travaille aussi sur la notion de la cartographie dans l'Antiquité. Ouais. L'idée de limite justement, cette idée de structuration du monde par les montagnes m'a conduit petit à petit à voir comment on conçoit le bord du monde. Ce qu'on appelle souvent la terra incognita, ou même les marges. Parce que, en fait, la montagne elle-même est vue comme un espace de marge. Et de là à réfléchir sur la relation entre les marges à l'intérieur de l'Empire romain et les marges de bordure de l'Empire romain au sens strict, c'est-à-dire vers l'inconnu du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, ça devient intéressant, mais c'est un sujet très vaste aussi, qui rejoint aussi des problématiques très moyenâgeuses. Parce qu'au niveau cartographique, l'essentiel de nos sources sont Moyen-Âge. Et alors justement, quel type de sources vous pouvez utiliser, vous, pour toute cette étude de la cartographie? Qu'est-ce qu'on a comme... On peut regarder les textes de Ptolémée, puisque les cartes qu'on a aujourd'hui de Ptolémée, ce sont des cartes de la période de la Renaissance, qui sont tracées d'après les données de Ptolémée le géographe du IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolémée d'Alexandrie. On peut travailler sur des textes tardifs, de géographes tardifs aussi, qui visiblement ont eu des cartes sous la main. Avec un tout petit mot dans un texte, on peut savoir qu'ils ont quelque chose qui ressemble à une illustration ou un schéma, un diagramme, si vous voulez, entre les mains. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille sur la cartographie. Et puis après, on travaille sur l'idée de l'héritage de la cartographie antique dans la cartographie médiévale. Donc il faut faire tout un travail presque d'archéologie, là, c'est pas... C'est un travail sur la transmission des idées et des représentations. Oui, c'est pas évident. Alors est-ce qu'on pourrait dire un mot de ces fameuses tables de Pöttinger, je crois, là? Table de Pöttinger ou tabula pöttingeriana. Ouais. De quoi s'agit-il, là? C'est un grand rouleau de parchemin qui a été certainement recopié vers le XIIIe siècle, dont on a une copie unique et qui est certainement issu d'un archétype qui remonte au mieux au 1er siècle, peut-être plutôt au 2e siècle après Jésus-Christ, pour certains éléments, et sur lequel on a rajouté des éléments postérieurs. C'est-à-dire qu'on a des éléments du 4e siècle, et puis ensuite d'autres éléments. Par exemple, Constantinople est une capitale sur ce document-là. Or, Constantinople ne devient capitale qu'avec Constantin au IVe siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, il y a Pompéi qui est cité sur la table de Pöttinger. D'accord, oui. Donc des choses se sont... là encore, c'est vraiment l'archéologie. Il y a des couches successives, finalement, dans ce document. Donc c'est pas forcément facile à traiter. Donc concrètement, ce qu'on voit, c'est quoi sur ce document? C'est un grand rouleau qui se lit en gros d'ouest en est, qui est complètement écrasé au niveau de sa hauteur, c'est-à-dire de nord au sud en, disons, une vingtaine de centimètres, et sur 7 mètres de long, d'ouest en est. Donc il est considérablement étiré, et ce que l'on voit, ce sont des routes, avec des étapes, des étapes figurées sous des formes diverses. Il y a comme une légende à décrypter, avec des étapes où il y a des thermes, où il y a une auberge, où il y a une ville importante. Ça fait un peu penser à une espèce de carte de métro, quoi. Oui, on a des fois, on le compare parfois à des plans de métro. Des informations en surplus, parce que évidemment, c'est une carte de métro améliorée, parce que évidemment, les distances sont pas du tout il n'y a pas l'échelle n'est pas respectée, les distances ne sont pas respectées. La logique, c'est le cheminement. Le cheminement, c'est ça. Donc c'est très précieux comme document pour les historiens de l'époque romaine. Oui. Il y a quelques éléments du relief qui sont figurés. Les montagnes sont en forme moutonnée, comme des espèces de moutonnement brun. Il y a les fleuves, tout ça c'est codé avec des couleurs, puisque les fleuves sont évidemment en vert-bleu et les montagnes en ocre, et les lignes rouges sont les routes. Bon, écoutez... Il y a des ports, on retrouve le phare d'Alexandrie par exemple. Bon, avant de poursuivre notre conversation en mots et en images, on va marquer une deuxième pause. Et c'est toujours vous, Delphine Acola, qui avez fait la programmation de cette émission. Et vous avez choisi comme deuxième titre, un titre du groupe britannique Muse, un titre de 2012. C'est Follow Me sur R2R. When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost, be I'm coming.
feel wrong, like your life has slipped away. Follow me, you can follow me, and I will not desert you now. When your fire's died out, no one's there. They have left you for dead. Follow me, you can follow me. I'll keep you safe. Follow me, you can follow me. I will protect you. I won't let them hurt you. When your heart is breaking, you can follow me. You can follow me. I will always keep you safe. Follow me. You can trust in me. I will always protect you. C'était Muse sur R2R, Follow Me, un titre de 2012. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Delphine Accola, maître de conférences en histoire romaine et en histoire de l'art de l'Antiquité à l'université de Bretagne occidentale, directrice du pôle Pierre-Jacques Elias de l'antenne quimpéroise de cette université. On vient d'évoquer votre travail de recherche et principalement votre thèse sur les Romains et la montagne. Et puis, on en était arrivé à souligner l'importance de la notion de paysage dans vos travaux entre mots et images. Alors, vous êtes aussi la conceptrice d'un site qu'on peut retrouver facilement sur Internet qui s'appelle Terra Antiqua. Alors, quel est l'objet de ce site, Delphine Accola ? Quand j'ai fini ma thèse, et c'est tout à fait intéressant que vous me posiez la question parce que ça rejoint un petit peu une des questions que vous m'avez posées précédemment sur les sources. Quand j'ai fini ma thèse, je me suis dit, il serait utile pour certaines personnes de trouver ce que j'ai cherché, c'est-à-dire de rendre mon travail accessible au niveau des sources, en particulier iconographiques. Donc, j'ai mis en ligne un certain nombre d'images que j'avais utilisées dans ma thèse, en les classant évidemment par type de paysage. Et puis ensuite, il y a tout un effet boule de neige, c'est-à-dire que j'ai voulu développer aussi, en les résumant, certaines conceptions des paysages tels que je les avais perçus lors de mes recherches. Chaque image, vous la sourciez, et puis l'objet c'était de faire un petit commentaire sur cette image, d'essayer d'en voir les principaux aspects, de la décrire ou... Non, en fait, j'avais une pinacothèque, enfin j'ai toujours, c'est-à-dire un catalogue d'images. Oui. Et puis d'autre côté, en fait, j'ai des aspects thématiques où j'ai mis des synthèses rédigées. D'accord. Dans lesquelles je fais appel à des images en particulier. Alors, dans l'analyse iconographique, ça c'est une réflexion plus générale, mais qu'on peut faire, à mon avis, c'est pas toujours facile d'avoir les codes, en fait. J'imagine que en histoire romaine, c'est aussi le cas. Il faut savoir, finalement, lire une image. C'est compliqué, ça, ce travail-là ? Oui. Alors, je ne suis pas historienne de l'art de formation, donc je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre avec humilité.
sur la lecture de l'image, sur la prudence à avoir par rapport à la représentation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit, en tout cas quand on n'est pas un spécialiste à l'origine. Pour le grand public, en tout cas dans l'objet du site, c'est vrai que j'ai expliqué comment, par exemple, en mosaïque, on traduit la mer ou les fleuves. Ça me faisait passer aussi par les personnifications dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est comment on montre un rocher à la place d'une montagne, comme c'est une perception métonymique, par exemple. Voilà, j'ai expliqué ça. Oui, il y a certaines choses à savoir, certains codes les codes à décrypter. à décrypter. Et j'imagine que pour avoir la meilleure lecture iconographique qui soit, il faut multiplier en fait les sources et multiplier les croisements en fait, comparer les choses. Peut-être que ça aide encore plus à comprendre, non ? Oui, après, je pense que les spécialistes d'iconographie, par type de source, vous diraient que c'est peut-être pas très prudent de comparer un type avec un autre. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que j'ai présenté de façon assez globalisante au départ. Que je ne ferai peut-être plus maintenant exactement comme ça, mais... Oui, la pensée évolue évidemment. Oui, les méthodes aussi. Et l'image, les images, c'est quelque chose que vous avez intégré à la fois dans votre enseignement et puis dans votre recherche. Peut-être plus que dans les années précédentes, ou c'est quelque chose... C'est quelque chose à laquelle j'étais très attachée dès le départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des étudiants qui sont soit des historiens de l'art. Et pour les historiens, je mets beaucoup de sources iconographiques pour leur apprendre à réfléchir sur un plan de forum ou, je ne sais pas moi, un relief de sacrifice, par exemple. Et pour les historiens de l'art, je leur apprends aussi à travailler de façon historisante, on va dire. C'est-à-dire une analyse avec la portée historique d'un document iconographique et pas seulement une description. Mais est-ce que finalement cette culture iconographique, elle manque pas un petit peu aux historiens ? Pour Peut-être les historiens, moins aux historiens de l'Antiquité. Voilà, alors. c'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui est antiquisant, et mes collègues ne me contrediront pas sur ce point, je le pense, quand on est en antique, on est habitué à avoir un croisement des sources, on est pluridisciplinaire. Ou alors on ne l'est pas. Enfin, ça ne Du correspond fait pas de à la rareté des sources, c'est ça ? Oui, mais parce qu'on est habitué à croiser toutes les autres sources, y compris les inscriptions, par exemple, qui sont les sources primaires. Éloignons-nous peut-être un petit peu de tous vos travaux de recherche sur à la fois la montagne et les paysages en général. En ce moment, vous travaillez pas mal autour, et vous dirigez même, vous pilotez autour d'un projet qui s'appelle Oculus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet, qui est tout récent, hein, je crois, Delphine Accola? Oui, ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler sur l'idée du regard du photographe sur l'Antiquité via la photographie, donc évidemment ancienne, donc au 19e siècle principalement. D'où le terme oculus, qui est le mot œil en latin, donc c'est assez facile à comprendre. L'idée, c'est de voir, en tout cas pour l'exemple pompéien, parce que c'est celui qu'on a choisi, et donc pour Herculanum aussi, hein, les cités du Vésuve en général, quel est le rapport entre le photographe, l'archéologie, la fouille, ou même le touriste? Quelle est sa vision du site à l'époque du 19e siècle, jusqu'aux années, disons, 1910 à peu près? Parce qu'après, les choses s'accélèrent au niveau photographique. Alors j'imagine que pour ce genre de projet, il faut quelque chose de pluridisciplinaire. Ça demande des compétences différentes, quoi. Oui, alors c'est parti de l'idée d'une coopération avec un de mes collègues qui est spécialiste de corpus photographique du 19e siècle et qui est en art contemporain, si vous voulez. Et puis donc on s'est adjoint l'aide d'un certain nombre de collègues qui sont plutôt donc soit en archéologie, soit en histoire de l'art antique, soit en histoire antique. Chacun d'entre vous avait des optiques différentes sur ce projet. Oui, des approches un peu différentes. Des approches, oui. Voilà, ouais. oui. C'est de l'histoire culturelle aussi. C'est aussi une histoire patrimoniale parce que, comme tout le monde le sait, Pompéi aujourd'hui, c'est un site qui est en grande difficulté de conservation. C'est aussi une façon de voir quelles sont les pertes au niveau des fresques ou même de mosaïques dans certaines maisons qui ont été photographiées dans les années 1850, 80, 90 et qui aujourd'hui sont parfaitement illisibles. Est-ce que ce genre de projet, je dirais, est bien compris par la communauté des historiens de l'Antiquité, ou est-ce que le fait d'être justement à cheval sur le 19e siècle et sur l'Antiquité, c'est une démarche un peu inédite finalement, et un peu rare, et donc précieuse, j'imagine? Alors je ne sais pas exactement si beaucoup d'historiens font ce genre de démarche pour l'instant. Enfin, la perception de l'Antiquité a déjà été étudiée à maintes reprises dans différents axes, pas forcément photographiques.
Et l'étude de l'appréhension des sites antiques égyptiens, par exemple, a été faite à propos de grands voyageurs célèbres comme Flaubert avec Maxime Ducamp dans les années 1851 par des spécialistes, mais pas forcément des spécialistes de l'Antiquité, mais des spécialistes du 19e siècle. Donc là, en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est aussi l'apport pour l'archéologie, pour la connaissance du site en lui-même et pour l'histoire du site. Alors, l'objectif, c'est de constituer vraiment une base de données oui, ample, alors ça, c'est ça l'objectif ultime. On s'est rendu compte que c'était très difficile, parce qu'on a des sources et des fonds qui sont éparpillés et qui sont de plusieurs types, puisque ce sont des sources, en fait, qui sont à la fois d'amateurs, dans les premières années, dans les années 1850, et puis à partir de 70, on a beaucoup plus de studios professionnels qui vont se mettre à faire de véritables catalogues pour les touristes, et qui vont servir également à des publications plus scientifiques au sens moderne du terme. Alors, sources éparpillées, ça veut dire qu'on trouve dans différents lieux, quels sont ces lieux, par exemple? Il y en a qui sont dans les musées, au musée d'Orsay, aux archives Alinari à Florence, à la surintendance de Naples, et puis dans des collections particulières, par exemple. Et tout n'est pas numérisé, évidemment. Non, donc pas du tout. Il y a tout un travail vraiment important. Et puis il y a plein de sortes de photos. Vous avez des photos en grand format, vous en avez qui sont en négatif, il y en a qui sont en positif, il y en a qui sont en stéréoscopie. Ça, on n'y pense pas souvent, mais au 19e siècle, c'est très à la mode. On en a en plaque de verre, et il y a des fonds qui ne sont pas encore dépouillés. Donc tout l'intérêt, c'est d'essayer d'aller voir ceux qui ne sont pas dépouillés. Donc ça veut dire un travail de longue haleine, là, vraiment. Oui, mais c'est très enthousiasmant, parce qu'on peut trouver quelle est l'importance qui est donnée aux monuments publics, puis aux nouvelles découvertes, parce qu'en fait, Pompéi et Herculanum continuent à être fouillés dans ces années-là. Ce sont des zones entières nouvelles qui sont fouillées. Donc on a des guides touristiques de l'époque, que j'ai étudiés déjà partiellement, qui nous disent, voilà, telle rue, il y a telle et telle maison qui est tout à fait passionnante, qui s'appelle la maison machin, et c'est dans la rue un tel, et ce sont les nouvelles fouilles. Et à nous, après, de retrouver dans les photographies anciennes si l'intérêt porté par le photographe est le même que celui du guide pour les touristes, celui de l'archéologue qui a fouillé. Donc il va falloir qu'on aille regarder les archives de fouilles des surintendants des fouilles de l'époque. Oui, donc un ensemble vraiment très important. Et tout ça, c'est pour un site internet ou quelque chose qui sera accessible au public? Oui, ça serait le but de la recherche. Maintenant, après, il y a des questions de droit à l'image. Quand ce sont des collections, il y a des droits. Et les grands musées commencent à scanner systématiquement leurs collections. Donc, ils vont les mettre eux-mêmes aussi en ligne. Donc, on ne peut pas tout faire non plus, nous, à titre de projet de recherche. Et pour les collections privées, comment fait-on? Parce que là, c'est abyssal. Oui, c'est abyssal. Alors, il y a certaines collections qui sont, par exemple, à l'Institut national d'histoire de l'art, qui ont été léguées. Donc, on peut les voir. Il y a des albums photographiques qui ont été constitués, en 1880, 1890. Donc, il y a le numéro du photographe ou son nom, son studio. Et puis, des fois, ce sont des photos personnelles. Voilà. Donc, et sur le marché actuellement, on peut acheter des photos du 19e siècle. Ça m'est arrivé, vraiment, à titre individuel. Oui. Alors, quelle est finalement la logique dans le travail des photographes du 19e siècle? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans leur travail? Vraiment, il y a un travail vraiment systématique. Comment procèdent-ils? Qu'est-ce qu'ils photographient? Qu'est-ce qu'ils ne photographient pas? Je ne sais pas si c'est possible. Si, je peux vous résumer en quelques mots. Je vais vous donner quelques points clés. Je ne peux pas vous faire un exposé global. Je vais vous dire, par exemple, à partir des années en 1863, où l'archéologue Fiorelli, qui fouille sur Pompéi, qui a été tout à fait important dans l'histoire des fouilles de Pompéi. À partir de ce moment-là, il va créer le système des moulages, des corps des Pompéiens morts sous la cendre. Eh bien, on voit que les studios photographiques napolitains vont se focaliser beaucoup sur ces moulages. Et ce sont des photos qui sont recherchées. Donc voilà, il y a les photos des moulages qui attirent l'œil. Il y a des prises de vue qui systématiquement cadrent un lieu avec le Vésuve en arrière-plan. Vésuve qui, fin 19e, fume systématiquement, voire est en éruption dans les années 70. Donc voilà, ils aiment bien cadrer de façon à ce qu'on voit le Vésuve derrière. D'accord. Pour redonner, l'ambiance, vous voyez, recadrer les choses telles qu'elles sont dans l'imaginaire, en fait, de la ruine. Il y a l'imaginaire donc de la ruine aussi, c'est-à-dire montrer les choses à l'état dépouillé avec une colonne à moitié remontée. Et puis, il y a les nouvelles fouilles et toute la politique nouvelle de l'archéologie fin 19e, qui est de couvrir les maisons et de restituer le mobilier et les fresques en place. Et ça, c'est une autre version des photos. C'est-à-dire ne pas montrer l'esthétique de la ruine, mais au contraire vouloir montrer le quotidien fraîchement découvert, tel qu'il a pu être laissé au moment clé de l'éruption en 79. Oui. Donc avec le mobilier en place, les statues, les fresques fraîchement découvertes, avec les couleurs qu'on ne voit pas, puisque les photos sont évidemment en noir et blanc, sauf
petite anecdote, quand elles sont colorisées a posteriori. Ah oui. Donc finalement, la photographie, elle est idéologique aussi. Enfin, elle a son, D'une certaine manière, oui. elle a son Oui. point de vue. Donc Oui. Et c'est tout à fait important de voir que contrairement à ce que nous croyions quand nous avons commencé il y a 2 ans, il y a très peu de photographies qui montrent les fouilles en cours. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas beaucoup. Bon. Ils montrent surtout le résultat qui est D'accord. présentable aux touristes. Une fois l'objet fini, enfin. Voilà, Ouais. reconstitué. Le reconstituer, oui. Alors peut-être une dernière série de questions, Delphine Accola, pour terminer cette émission, sur finalement l'importance de l'histoire ancienne dans la société. Vous organisez aussi, je crois, à l'Université de Bretagne occidentale, au pôle quimpérois, des conférences pour essayer justement de donner écho, pas seulement d'ailleurs, à la recherche en matière d'histoire antique, mais à la recherche en histoire en général. Quel est finalement l'écho de l'histoire de l'Antiquité auprès de tout un chacun? Est-ce que ça continue à parler à l'heure où le latin et le grec sont considérés comme des langues plus que mortes? Oui, hélas. Étant donné que j'étais lettre classique à l'origine, je ne peux que déplorer justement ce risque de voir disparaître le latin et le grec. Pour moi, c'est une vocation. L'histoire ancienne, c'est les racines de notre société actuelle, d'Europe occidentale, bien entendu. C'est aussi un ensemble de merveilles architecturales, esthétiques, les statues antiques qui ont donné lieu à des mouvements à la Renaissance. Quand on visite Florence, quand on visite Rome et qu'on voit ce qu'ont donné les peintures de la Domus Aurea de Néron copiées dans les grotesques, c'est tout à fait fascinant, tout cet héritage qu'on a. Et puis aussi la pensée philosophique. Comment voulez-vous même politique, l'analyse politique qu'on a aujourd'hui de nos régimes, qui est totalement hérité de ce qu'est la définition de la démocratie que j'enseigne à mes étudiants pour la période grecque, ou bien l'analyse d'un impérialisme tel qu'il est vécu par les Romains. C'est nos racines. C'est sur ces mots que se termine le 18e numéro de la 2e saison d'Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Delphine Accola, maître de conférences en histoire romaine et en histoire de l'art de l'Antiquité à l'Université de Bretagne occidentale à Brest et à Quimper. Au Miroir de Clio revient très vite. À bientôt sur R2R.